Alors, ça fait bien plaisir de partager avec vous des nouveautés sur une maladie qui est malheureusement bien fréquente. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence des programmes de prévention à partir de l'an prochain. Alors, le fait que vous soyez ici, c'est déjà une première étape dans la prévention parce que la stimulation intellectuelle fait partie du traitement préventif. Et on va parler aussi des médicaments déjà disponibles, sans rentrer dans les détails, à moins que vous ayez des questions spécifiques. On va parler aussi du vieillissement normal et des changements normaux de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait pour ça actuellement. Ça, c'est le programme de la soirée. Alors, l'histoire naturelle, peut-être certains d'entre vous avaient l'expérience personnelle de la maladie, d'autres, c'est une expérience plus professionnelle. Et à ce moment-là, peut-être que vous voyez les gens au tout début dans une clinique de mémoire, les gens travaillent encore, d'autres personnes travaillent dans des centres d'accueil, vous voyez l'autre extrémité de la maladie. C'est bon de voir l'ensemble du début à la fin, pour aussi vous expliquer qu'on travaille sur la progression allant des gens à risque où la maladie couve sans encore se manifester, au stade très léger et ensuite les stades légers, modérés, sévères. Alors, une première image ici qui a été réfléchie beaucoup depuis 30 ans, c'est la progression habituelle de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous voyez que la première courbe de ce côté, c'est votre gauche. C'est humeur, changement d'humeur. On reconnaît maintenant qu'il y a un prodrome, une phase avant la perte de mémoire, qui peut durer facilement 5 ans, où les gens sont anxieux, sont comme retirés socialement, parce qu'ils sentent qu'ils perdent contrôle un petit peu de leur mémoire, de leur langage. Ils le savent bien avant leur famille, parfois. D'autres personnes ne réalisent jamais qu'ils sont malades, et puis c'est souvent ceux-là où on a le plus grand problème de les amener chez le médecin, puis non, je n'ai pas de problème. Mais vous voyez que la phase de dépression, du début de la maladie, quand les gens réalisent encore ce qui se passe, ça disparaît. Alors quand on utilise un antidépresseur dans les premiers mois de la maladie d'Alzheimer, parce que les gens sont déprimés, ils sont tristes, ils ont un retrait social, ils ont moins le goût de faire des choses, perte d'appétit, etc. Si on utilise un antidépresseur du type citalopram, ou Celexa, ou sertraline, un de cette famille, ce n'est pas pour tout le temps. C'est pour 6 à 12 mois. Ensuite, vous avez une atteinte de ce qu'on appelle les fonctions cognitives, le fonctionnement intellectuel. Vous voyez que c'est une ligne droite. C'est relativement une ligne droite. Ensuite, vous avez une perte d'autonomie fonctionnelle, la capacité de choisir, de planifier une sortie, de choisir ce qu'il faut pour s'habiller, ensuite d'aller à la salle de bain. Alors, c'est un ensemble d'activités qu'on fait sans y penser tous les jours, à moins que vous avez à choisir le linge pour votre copain ou votre mari. Mais c'est automatique pour la plupart d'entre nous. Mais il y a une atteinte progressive, relativement linéaire aussi dans le temps pour la maladie d'Alzheimer. Ensuite, vous avez une deuxième bosse, c'est marqué « behavior », comportement. Ça, c'est la phase où les difficultés de comportement sont très importantes. Vous voyez quand même que ça dure un certain temps et ensuite, ça s'amenuise, ça disparaît spontanément. Alors, ça peut être des hallucinations visuelles, ça peut être de l'agitation quand il commence à faire noir le soir, le syndrome du crépuscule. Ça peut être ne pas reconnaître la maison, parce qu'on se souvient de la maison où on a grandi quand on était bébé ou enfant. Là, on est avec des étrangers, on ne reconnaît plus sa famille. Le mari qu'on a marié avait des cheveux. On ne reconnaît pas sa famille. C'est vraiment une phase difficile, mais vous voyez que ça s'améliore avec le temps. Et enfin, après les 6 à 8 ans habituels de symptômes, vous avez une espèce de phase de motricité ou de changement moteur qui ressemble à la maladie de Parkinson. Vous avez de la rigidité motrice, vous avez des chutes, mais pas de tremblement. Ça, c'est l'évolution naturelle d'une maladie d'Alzheimer qu'on dit typique. Ce qui serait atypique, c'est si vous commencez avec des hallucinations visuelles dès le début, dès que vous vous plaignez de votre mémoire, il y a plein de monde dans la maison, tous les jours, ce n'est pas typique de l'Alzheimer. On pense à une autre maladie comme la maladie à corps de Lewy. Si vous avez des chutes dès le début des symptômes, vous vous plaignez de votre mémoire et vous tombez déjà, ce n'est pas typique. Il y a autre chose qui se passe que l'Alzheimer. Alors, ça peut être des thromboses cérébrales, trop d'eau dans le cerveau, vous buvez trop, ça peut être plein de choses. Mais vous comprenez que le médecin de famille est habitué au profil typique et il va référer à des cliniques de mémoire ou à un neurologue ou à un psychiatre ou un gériatre, des gens qui n'ont pas le profil typique. Mais dans notre culture ici, au Québec, au Canada en général, le médecin de famille intéressé, qui prend le temps de faire une histoire, est capable de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. On ne demande pas la confirmation d'un spécialiste. Ce qui est différent de l'Europe,
où le médecin de famille n'a pas le droit de prescrire les médicaments pour l'Alzheimer sans la confirmation d'un spécialiste. Alors, vous devinez ce que ça veut dire? 6 à 12 mois de délai minimum pour avoir la confirmation et un traitement prescrit. Ça va pour l'histoire naturelle? C'est assez classique, hein? Une autre façon de voir l'histoire naturelle, c'est les barres horizontales. Alors, vous avez ici en rouge le déclin sur une mesure qu'on utilise tout le monde, le Mini-Mental State Examination, l'examen sommaire de l'état mental, pour traduire librement. C'est un test de 30 points qui a été inventé par un psychiatre de New York. Et puis, vous voyez en rouge le déclin qui est relativement linéaire sur les 8 années d'évolution. Puis les barres horizontales, ce sont des étapes de progression. Alors, vous vieillissez, puis là, vous commencez à vous plaindre de votre mémoire. Mais vous fonctionnez bien. Une autre étape après, vous avez perdu un certain degré d'autonomie pour prendre des décisions financières, pour conduire l'auto seul. Alors là, on dit, c'est une démence. Parce que les troubles de mémoire et habituellement des troubles de langage ou d'orientation dérangent le quotidien. Par définition, c'est ça la démence. La cause, c'est l'Alzheimer, ou c'est des thromboses cérébrales, ou c'est d'autres choses. Une autre étape après, les troubles de comportement émergent, la deuxième bosse. Une autre étape après, dans notre culture, vous allez au centre d'accueil. Puis après ça, vous mourrez. Ce sont des étapes importantes parce que d'abord, il faut expliquer aux familles et aux patients ce qui s'en vient, de 6 mois à 6 mois. Donc, c'est bon de connaître ces étapes, mais aussi ça peut devenir une cible thérapeutique. Autrement dit, si je vous donne un traitement qui va retarder la progression des oublis légers à une démence, et ça fonctionne, puis c'est pas dangereux, puis ça coûte pas cher, tout le monde va vouloir le traitement, hein? Vous allez comprendre tout de suite que ça retarde la progression d'une étape à l'autre. Par contre, si je vous dis, mon traitement va améliorer de 2 points sur une mesure que personne ne connaît, c'est pas convaincant. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la première génération de médicaments pour l'Alzheimer. Les tests ont été faits, on améliore de 2 points votre mémoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, au point de vue pratique, dans la vie de tous les jours? On a un peu manqué le bateau, puis on a dû mesurer est-ce que ce traitement sur 6 à 12 mois retarde la progression de léger à modéré. On ne l'a pas fait, ça. Alors, la deuxième génération de médicaments qui est à l'essai actuellement, c'est ce qu'on va faire. Alors ça, c'est une autre façon de voir l'histoire naturelle. C'est la progression à travers les différentes étapes qui sont assez prédictibles d'une personne à l'autre. Alors, pour résumer cette partie, tous les domaines symptomatiques qui sont importants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste la mémoire qui est importante. Il y a l'humeur, la dépression dès le début de la maladie, on l'a dit. Ensuite, les troubles de comportement vers le milieu de la maladie, au stade modéré sévère. Le fonctionnement de tous les jours, et puis les changements intellectuels. On peut mesurer les différents symptômes. Il y a les étapes dont on vient de faire l'illustration. On peut utiliser les étapes comme cible thérapeutique. Maintenant, le médecin de famille, encore une fois, qui prend le temps, va questionner la famille à chaque visite pour savoir est-ce qu'il est de bonne humeur, est-ce qu'il dort bien la nuit, est-ce qu'il est agité. Il fait un test de mémoire, le MMSE, puis un autre petit test que je vais vous montrer tout à l'heure. On va vous questionner là-dessus. Là. C'est avec les animaux. Là. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la dernière feuille de vos feuilles. Et l'impression globale. Est-ce qu'il est mieux stable ou un peu pire depuis la dernière visite? Ça se fait lors d'une visite, normalement, quand on est sous traitement. Ça, c'est un résumé de l'évolution. On va l'utiliser à travers la présentation ce soir pour mettre les traitements disponibles à chaque stade. Alors, vous voyez qu'on passe de normal, qui vieillit bien, troubles cognitifs légers, TCL, c'est troubles cognitifs légers. C'est la traduction littérale de Mild Cognitive Impairment. Ensuite, démence. Alors, c'est une atteinte cliniquement significative. On parle de maladie d'Alzheimer classique. Perte d'autonomie, on ne peut plus conduire seul, par exemple. Symptômes comportementaux, l'agitation la nuit, etc. Ensuite, les soins prolongés, habituellement en centre d'accueil, parfois à la maison. Et ensuite, le décès. C'est une autre façon de voir l'histoire naturelle. Bon, qui est à risque? Ceux qui vieillissent. Alors, voulez-vous des bonnes nouvelles quand même? Hein? C'est 1 personne sur 20 en haut de 65 ans. Ça veut dire qu'il y en a 19 qui ne l'ont pas. Et puis, c'est 1 sur 4 en haut de 85 ans. Bien, il y en a 3 qui ne l'ont pas. Ah ah! Donc, ce n'est pas inévitable. En haut de 85 ans, il n'y a pas beaucoup d'hommes de vivants, mais ceux qui sont vivants à 85 ans et plus, qui n'ont pas l'Alzheimer, pensez-vous qu'ils sont mariés ou célibataires? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ça les protège? Oui, oui. Mais les femmes, il n'y a pas de différence. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est une observation qui a été faite, que les hommes seuls, pourquoi ils sont seuls à 85 ans quand il y a 10 femmes autour? C'est pas normal, hein? Je le sais. OK.
Ensuite, le sexe, ce n'est pas le sexe comme vous pensez, c'est homme ou femme, là, OK? Mais il y a de moins en moins de différences, surtout au Canada, parce que les femmes sont de plus en plus éduquées. Le niveau d'éducation augmente à chaque génération. Et puis l'éducation, il protège. Alors que les garçons lâchent à l'école. Alors, regardez la classe ici. 3 filles pour un gars, sinon 4. OK. L'histoire familiale, je vous le dis tout de suite, c'est pas la belle-mère. C'est les parents, frères et sœurs. Les parents, c'est le père, la mère, pas la grand-mère. OK? Alors, c'est vraiment le premier degré. Père, mère, frères et sœurs. Les grands-oncles, les grands-mères, là, c'est moins important. Bon. Est-ce que c'est important si votre mère a eu l'Alzheimer à 80 ans? Est-ce que c'est plus important à 60 ans qu'à 80? Bien oui. À 55, encore plus. Alors, l'âge compte. Alors, ce n'est pas seulement un parent proche, c'est à quel âge? Alors, quand vous allez venir nous consulter pour savoir votre risque, vous allez dire, ma mère a eu l'Alzheimer, je suis inquiet. Alors, on va dire, à quel âge elle a eu l'Alzheimer, ces symptômes? On peut dire à quel âge elle est morte, puis là, on va calculer, 10 ans avant, les symptômes ont commencé. C'est presque toujours 70 ans et plus. Quand c'est 70 ans à 80 ans, l'âge de début des symptômes d'un de vos parents, il y a souvent un gène qui est impliqué, c'est l'APOE4. L'APOE4, c'est une découverte de Jules Poirier ici au Douglas. Ce n'est pas une mutation génétique, vous n'êtes pas des mutants. C'est simplement qu'il y a une protéine qu'on a tous qui est moins efficace que la moyenne des gens pour transporter le cholestérol au foie, au cerveau. Et ça rend votre cerveau un peu plus fragile s'il y a un dommage causé par un coup à la tête, ou vous allez avoir le Parkinson, vous allez l'avoir plus jeune, ou si vous avez un AVC, une thrombose cérébrale, vous allez récupérer plus lentement. Si vous avez ce défaut, c'est tout ce que ça fait, ça ne cause pas l'Alzheimer. Il y a 3 de la salle ici qui a une copie ou 2. 3 au Japon, c'est presque personne. Dans une clinique Alzheimer, 50 des gens qu'on voit ont une copie. Alors, ça augmente le risque, mais ça ne cause pas la maladie. Alors, quand les gens nous demandent est-ce qu'il y a un test pour l'Alzheimer, souvent, c'est ça qu'ils ont en tête. L'APOE4, puis on va leur dire ce n'est pas vraiment prédictible. Et puis, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va changer votre vie. C'est mieux de ne pas le savoir. Vous avez un double 4 des deux côtés de la famille pour le moment. Mais ça peut changer rapidement parce que tous les traitements qu'on essaye actuellement pour arrêter la progression, on regarde si les gens qui ont c'est pas un défaut génétique, cette variation de la normale, est-ce qu'ils répondent au traitement mieux que les autres? C'est 50 des gens qui ont l'Alzheimer qui ont cette variation-là. C'est très possible qu'un traitement, par exemple, pour le diabète, va agir chez ceux qui n'ont pas ça, qui ont l'autre version plus courante. Et puis, c'est possible qu'un autre traitement qui cible l'amyloïde, par exemple, ou qui cible le cholestérol, comme une statine, genre Zocor, Lipitor, va fonctionner mieux chez les gens qui ont cette variation. Alors, c'est possible que d'ici 3 ans, les tests génétiques, on les fasse, pas pour prédire, parce que vous avez déjà des symptômes ou parce que vous voulez savoir votre risque. On n'a pas besoin de vous dire quel est votre gène. On va juste vous dire, vous avez, chanceuse, un profil qui dit que vous allez être mieux avec un médicament genre cholestérol plutôt qu'un autre genre pour le diabète. C'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique. Je ne sais pas si ça a été discuté dans les cours précédents. Alors, il va falloir revenir dans 1 an pour savoir ce qui est arrivé avec ça. Mais tout ça pour dire que votre gène va peut-être nous permettre de prédire quel est le meilleur traitement à long terme pour la prévention ou pour arrêter les symptômes s'ils sont au début. L'hypertension artérielle, vous le savez, c'est important de contrôler sa pression, mais il ne faut pas attendre à 75 ans. C'est ça la surprise. C'est entre 40 et 60 ans que la haute pression peut causer des dommages au cerveau de façon silencieuse. Puis là, vous prenez votre retraite, puis là, vous êtes tout au ralenti, puis là, vous blâmez, bien là, je suis à la retraite, c'est pour ça que je ralentis. Non, vous avez des trous dans la tête. Alors, souvent, les messieurs, surtout, qui n'ont pas surveillé leur pression, pendant leur travail, leur vie active, ils payent pour à 70 ans avec des dommages au cerveau causés par l'hypertension qui sont irréversibles. Le diabète, ça, c'est la grosse surprise des 2 dernières années. Le diabète augmente le risque d'avoir l'Alzheimer. Ça ne cause pas l'Alzheimer, mais ça augmente le risque. Et puis, il y a toute une génération actuellement de jeunes aux États-Unis qui sont obèses et qui vont avoir des diabètes. Et puis, ça pourrait changer beaucoup l'épidémiologie, le nombre de personnes atteintes d'ici une génération. Alors qu'on pense que la prochaine génération, les baby-boomers et leurs enfants, vont avoir beaucoup moins d'Alzheimer. L'autre génération, après les obèses, peut-être que ça va tout changer la donne. Bon, la bonne nouvelle, hein? Protection maintenant. Alors, scolarité, 7 ans et plus. Jardinage, autres loisirs intellectuels.
mais pas le bridge, c'est jamais sur la liste. Jardinage, pourquoi? Parce qu'il faut apprendre le nom des plantes, parce qu'il faut être membre du Garden Club, je ne sais pas. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est les messieurs qui doivent vivre avec quelqu'un d'autre. Hein? Les gens qui ont plus de communication sociale, qui ont plus d'amis, ils réussissent mieux à vieillir bien, vous le savez déjà. Le vin rouge en modération, c'est sérieux, c'est 1 verre par jour pour les femmes, 2 verres par jour pour les hommes, en moyenne. Oui, vous pouvez prendre une demi-bouteille la fin de semaine. Le Bordeaux, c'est là que l'étude a été faite. Si vous aimez le Shiraz comme moi, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que l'alcool agit comme antioxydant et comme anticoagulant. Mais trop d'une bonne chose, c'est toxique. Alors, 3 verres par jour et plus, homme ou femme, vous augmentez le risque d'avoir l'Alzheimer. Mais c'est toujours surprenant quand tu vois les études en France. Pas d'alcool, plus de risque. Pas d'alcool du tout, pas plus de risque d'Alzheimer. 1 ou 2 verres par jour, protection. 3 verres par jour, augmente le risque. Alors, vous savez quoi faire? Si c'est juste 1 verre par jour, prenez-en un bon au moins. La diète méditerranéenne, ça, vous le savez, c'est intéressant. C'est un peu ce qu'on fait comme culture ici au Québec, plus d'huile de bonne qualité, hein, des huiles végétales, moins de viande rouge, plus de poisson, moins de poulet. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est les vieux médicaments pour l'arthrite, ibuprofène, les filles connaissent ça, là. Les gars, eux, c'est plus Voltaren, Indocide. Les vieilles pilules pour l'arthrite sont dures pour l'estomac, mais ils protègent le cerveau contre l'Alzheimer. Mais il faut les prendre avant d'avoir des symptômes. Alors, qui en a besoin? Et les risques d'avoir des trous dans l'estomac sont peut-être plus hauts que les risques d'avoir l'Alzheimer. Alors, ce n'est pas un traitement recommandé. Mais c'est quand même intéressant qu'un anti-inflammatoire de vieille génération est protecteur. Et l'explication proposée, c'est que vous diminuez la réponse inflammatoire du cerveau quand il y a des cellules qui meurent. Alors, une cellule nerveuse dans le cerveau, quand elle meurt, quelle que soit la cause, il y a tout de suite une réaction autour. Il y a des petites cellules là, qui apparaissent là, et puis qui vont briser la cellule morte en morceaux pour recycler le cholestérol, le recycler. Ça prend de la poêle pour faire ça. Et puis, il n'y aura pas une cellule nerveuse, malheureusement, qui va être formée, mais enfin, le ménage va être fait. C'est cette réaction inflammatoire-là qui est excessive dans l'Alzheimer, qu'on ne voit pas chez les animaux qui ont les modèles d'Alzheimer. Ça, c'est unique chez l'homme et la femme. Les statines, ça, c'est moins certain, mais il semble que si vous prenez des médicaments genre Lipitor, Zocor, Crestor, pour des bonnes raisons, parce que vous avez un peu de cholestérol ou de triglycérides élevés, vous diminuez le risque, pas seulement d'avoir une crise cardiaque, mais aussi d'une thrombose cérébrale, mais aussi l'Alzheimer. Il y a des études en cours, dont une qui finit le mois prochain, chez des gens qui n'ont pas l'Alzheimer, mais qui ont des oublis qui suggèrent que ça s'en vient. J'ai bien hâte de voir les résultats de celle-là, parce que c'est une étude qui vise à prévenir la progression des oublis légers à l'Alzheimer. Donc, j'espère qu'on va avoir une belle nouvelle pour Noël. C'est le Zocor qui est essayé contre un placebo, mais chez des gens qui n'en auraient pas normalement besoin. Leur cholestérol est normal. Bon, la diète, juste pour spécifier, alors, oui, c'est des légumes, des fruits, des céréales, de l'huile d'olive, moins de viande rouge, moins de poulet, plus de poisson. À New York, ils ont observé les gens qui avaient une diète plus stricte, de type méditerranéenne, par rapport à des gens qui vont au McDonald's tous les jours. Hein. Et puis, il y a une différence de 40 %. La réduction du risque est de 40 % si vous avez une diète style méditerranéenne, à New York. Alors, des études qu'on peut faire pour prouver que certains aliments dans l'alimentation ou pas des médicaments, mais des produits naturels antioxydants, comme le ginkgo. Vous connaissez le ginkgo biloba? C'est des arbres là, qui sont assez beaux, hein, c'est des belles feuilles. Il ne faut pas les fumer, les feuilles. Hein. Il faut faire un extrait. Là. Ça donne une capsule que vous achetez chez le Chinois. Et puis, parce que ça vient de Chine, la plupart du temps, ou d'Allemagne. Et puis, l'extrait purifié du ginkgo c'est un antioxydant. C'est aussi un anticoagulant. Alors, la seule contre-indication au ginkgo, si vous voulez en prendre par vous-même, c'est le coumadin. Si vous prenez un anticoagulant parce que vous avez le pouls irrégulier ou vous avez des phlébites, vous ne pouvez pas prendre le ginkgo parce que c'est un anticoagulant. Mais des gens qui, autrement, vont bien, le ginkgo peut être utilisé 1 ou 2 par jour. Il y a une étude aux États-Unis de 7 années qui finit l'an prochain et en Europe, une étude de 5 années qui finit l'an prochain. Ce sont des gens qui vieillissent, qui ont un peu de symptômes, mais pas de pertes mesurables. Puis c'est le temps avant d'avoir l'Alzheimer qui est la cible, l'objectif de l'étude. Alors, ce qu'on va voir peut-être, comme vous voyez ici sur le dessin, les gens sur placebo, du pseudo-ginkgo, ils ont, un Alzheimer, il y en apparaît, sur 1000, il y en a comme 10 par année. Et puis ceux qui sont sur ginkgo, il y en a 5 par année.
Si on avait une réduction de 50 on dirait, mais c'est extraordinaire. Attendez l'an prochain. Ce qui s'en vient, quand on aura plus d'études comme celle-là, c'est la possibilité de donner des conseils aux gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui viennent nous voir, comme un peu pour leur cœur. Est-ce que j'ai des risques d'avoir une crise cardiaque? Est-ce que, bon, oui, vous allez voir le docteur, vous avez un cardiogramme, on vous fait courir sur un tapis, on mesure votre cholestérol, vos triglycérides, et puis on regarde votre épaisseur de graisse, et puis on vous dit, bon, au régime, allez vous chercher un chien, puis après ça, on vous revoit, puis là, bon, OK, un petit Lipitor, petite aspirine de bébé. Alors, la prévention pour le cœur, ça se fait déjà. Pourquoi on ne ferait pas ça pour l'Alzheimer? Alors, on va regarder vos risques. Bon, quel âge vous avez, quel âge ont eu vos parents s'ils ont eu l'Alzheimer. Alors, on va vous dire, c'est sûr, de mieux manger, de boire un peu de vin rouge, surveiller votre pression. Si vous avez un petit diabète, essayez de le contrôler, etc. Ensuite, si vous vous plaignez de votre mémoire, c'est pas juste un risque, vous vous plaignez de votre mémoire. Là, on va évaluer, est-ce que c'est très léger, il n'y a pas rien d'inquiétant, on va vous envoyer à l'école, comme je vais vous expliquer, une école pour la mémoire à Montréal. Bon, c'est un petit peu plus que ça. Là, c'est peut-être l'Alzheimer qui commence, mais ce n'est pas encore de la démence. Là, on va vous enrôler dans peut-être des études plus spécifiques pour ça. Mais au point de vue prévention générale, ça va être certainement les exercices physiques. Peut-être le ginkgo, si l'étude est positive d'ici l'an prochain. Les statines, on va avoir les résultats dans un mois. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça ne sera jamais très populaire à cause du risque d'hémorragie gastrique. Les médicaments contre l'amyloïde, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, c'est plus cher, c'est plus risqué. Le fameux vaccin, je vais vous en parler aussi, ce n'est pas un vrai vaccin, c'est de l'immunothérapie comme pour le cancer. Ce n'est pas d'eau bénite. Mais ça, si vous avez 40 ans, puis votre sœur a eu l'Alzheimer à 45 ans, puis votre mère à 50 ans, des très rares familles qu'on a au Québec dans la région de Shawinigan, Louisville, Trois-Rivières. OK, là, je vois les gens frétiller, là. C'est là que vivent les familles qui ont les rares gènes qui causent l'Alzheimer à 50 ans. C'est là qu'ils vivent. Là, okay. Mais ils déménagent aussi, il y en a à Laval. Hein? Okay. Tout ça pour dire que des gens qui sont à très haut risque parce qu'ils ont un gène rare qui est hérité de leur famille, bien là, eux, ils vont aller au traitement le plus à risque. Bon. Alors, pour le moment, exercice physique, intellectuel, poisson, vin rouge, si vous aimez. Oui, vous pouvez prendre du vin blanc, oui. Et puis, contrôler les facteurs de risque vasculaire. Ça, c'est pression, diabète. C'est ce que tout le monde doit faire ici. Bon, là, vous vous plaignez de votre mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on parle de gens, mettons, 65 ans et plus. Il y a les super normaux, là, qui se rappellent de tout, puis... Bon. Puis après ça, ils viennent me voir et disent, c'est drôle, là, je me souviens de juste... Je peux faire juste 3 choses en même temps. Vous êtes chanceux, monsieur. Ensuite, il y a les gens comme tout le monde, là. Je peux faire une chose à la fois, mais la faire bien. Puis après ça, je fais d'autres choses. Puis après ça, il y a les gens qui... C'est plus difficile qu'avant. C'est moins automatique qu'avant. Ils sont facilement distraits. S'ils reçoivent chez eux... C'est plus compliqué. Il faut sortir le livre de Mme Benoît, puis il frétille, là. Je ne parle pas des hommes, évidemment. Ensuite, il y a les gens qui ont une démence. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un profil, et puis on a donné des noms à ces différents stades. Vous avez en haut les gens qui se plaignent de leur mémoire, en haut de 55 ans, mettons, mais qu'il n'y a pas d'atteinte. On mesure leur mémoire est normale. Ils se plaignent, mais on ne peut pas encore mesurer une perte. Il faut quand même les surveiller, ces gens-là, parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus à risque que d'autres d'avoir l'Alzheimer plus tard, mais dans 15 ans, OK? Ensuite, vous avez les gens qui se plaignent de leur mémoire, puis c'est vrai qu'elle a baissé. On va faire le petit test tout à l'heure, là, avec les animaux, là. Vous allez voir. Si ça baisse trop par rapport à la normale, pour votre niveau d'éducation, on va dire, on va vous suivre d'un petit peu plus près, là, une fois par année, hein, minimum. Et puis, voulez-vous aller suivre un cours de mémoire? Voulez-vous un scan du cerveau pour voir s'il rapetisse? Il y a plusieurs choses qu'on fait. On est très proactifs ici, mais il n'y a pas de pilule pour ça. Puis ensuite, si vous avez une atteinte de mémoire mesurable, confirmée, et qu'on fouille, puis c'est vrai que vous avez plus de difficultés à prendre des décisions, il y a plus que la mémoire qui est touchée, puis ça dérange un petit peu dans le quotidien, bien, c'est ça l'Alzheimer léger. Alors, les gens qui se plaignent de leur mémoire et puis un déclin léger, c'était un sujet de beaucoup de publications depuis 3-4 ans. Il y a eu des études qui ont été faites avec ça. Ça va être tout changé l'an prochain, je vais vous dire comment. Mais on cherchait des gens comme ça qui se plaignaient de leur mémoire en haut de 50 ans. Il y en a là-dedans qui ronflaient la nuit, hein, l'apnée du sommeil. Il y en a là-dedans qui sont déprimés. Il y en a qui ont de l'athérosclérose au cerveau, hein, ceux qui ne surveillent pas leur pression. Mais il y en a là-dedans qui ont un cerveau normal au scan. Ils n'ont pas d'apnée de sommeil. C'est progressif, leur plainte de mémoire, c'est progressif sur 1 an. Ils ne sont pas déprimés.
C'est ceux-là où on était inquiet que ça pourrait être les premiers symptômes d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Ben, d'abord, comment on les teste? Alors, vous pouvez regarder votre petite feuille. Vous pourrez tester votre conjoint ce soir, là. Mais attention, les filles, pour y avoir des surprises. Alors, ça, c'est un test qui a été créé par le docteur Ziad Nezraddine. C'est un neurologue de la Rive-Sud, à Brossard, qui est très, très compétent et il nous a fait un beau cadeau parce que c'est un test qui est disponible au monde entier. Vous allez le chercher directement sur le web, mocatest.org. mocatest.org. Il y a toutes les langues, même le hollandais. Okay? Et puis, vous voyez qu'en haut, c'est plus difficile. Il faut faire des lignes entre les chiffres et les lettres. Je vous le laisse faire, là. 1, A, 2, je vous laisse continuer. Ensuite, copier le cube. Ensuite, dessiner une horloge, 11h10. Je ferai ça plus tard. Ensuite, les animaux. Alors, tout le monde reconnaît le chien à gauche, le cochon au milieu, puis la girafe. Ça, c'est les erreurs qu'on a. Ouais. Les gens qui ne sont jamais allés à Granby. OK. Il y en a beaucoup d'hommes, vous seriez surpris. Le plus drôle que j'ai entendu, c'est l'orignal. Des chasseurs. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les gens qui ne reconnaissent pas les animaux. Vraiment, là, ça m'étonne. Ensuite, les 5 mots à retenir. Alors, pour vous aider, pensez à une jolie fille qui va se marier. Visage velours. Église. Marguerite rouge. Un indice? On répète ça 2 fois, puis après ça, on fait d'autres choses. Puis à peu près 4 minutes plus tard, qu'est-ce que c'était les 5 mots? Quels mots? Bien, la jolie fille qui va se marier. Ah oui, visage. Puis là, il bloque. OK. Fait souvent, les gens perdent 4 mots facilement, alors que tout le reste est bon. Ça, c'est des gens qu'on va suivre après pour peut-être les tout premiers stades de la maladie d'Alzheimer, avant que ce soit une démence. OK? Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là si vous les suivez dans le temps? Alors, ça dépend si vous avez la variation APOE4 ou non. Le test dont on parlait tout à l'heure, qu'on disait on ne vous le fera pas, là, à moins que ce soit dans le cadre d'une recherche, et il y a une différence. Si vous vous plaignez de votre mémoire et qu'on confirme que vous avez une perte de mémoire, en jaune, vous avez la progression vers la démence, la maladie d'Alzheimer. En jaune en haut, c'est ceux qui ont la peau à 3, comme tout le monde ici. Puis en orange, c'est les 3 ici, là, qui ont le gène qui est moins efficace pour transporter le cholestérol. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide comme progression. C'est au moins le double de risque de progression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Bon, on peut faire des études où on compare un médicament à un placebo. C'est des études de 2 ans, en général, 2 à 3 ans. Et on compare, par exemple, vitamine E à placebo, ou à Aricept à placebo, ou les médicaments pour l'arthrite à placebo. Zocor à placebo. On va avoir des résultats dans 1 mois. Une étude qu'on a faite à Montréal et dans le reste de l'Amérique du Nord, ça, c'est les résultats. C'est ça que ça donne 13 millions de dollars. Alors, 3 années de suivi, il n'y avait pas de différence à 3 ans pour le risque de progression vers l'Alzheimer. Que vous preniez vitamine E, haute dose, 2000 unités par jour, Aricept ou placebo. Ça ne faisait pas de différence. C'était la plus grosse et la mieux faite des études à date pour retarder la progression des troubles légers vers l'Alzheimer avec un médicament. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller à l'école de mémoire. Il y a l'école Minipsy, mais il y a aussi l'école de mémoire. Elle est à l'Institut de gériatrie de Montréal. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Sylvie Belleville? Elle dirige une équipe à l'Institut de gériatrie que vous connaissez. C'est le nouveau nom de l'hôpital Côte-des-Neiges, qui était avant l'hôpital des vétérans, en face de l'oratoire, à côté du Collège Notre-Dame. Là, OK. Alors, ils ont un centre de recherche sur le vieillissement et ils sont intéressés à entraîner la mémoire. Alors, ils ont des cours qui se donnent avec 5 à 7 personnes et un professeur. C'est intime, hein? Et puis, c'est 1h30 par semaine pendant 4 semaines. Et puis, les 2 premières semaines, on travaille surtout sur l'attention, concentration, puis ensuite sur mieux utiliser sa mémoire de travail. Vous êtes transformé après. C'est extraordinaire. J'attends mon tour pour m'inscrire. Et puis, les études pilotes avec quelques personnes, comme vous voyez, c'était spectaculaire. Et même 1 an plus tard, on voit encore l'effet sur la mémoire. Mais l'effet est seulement sur la mémoire. Si vous avez un entraînement pour la mémoire, vous améliorez la mémoire, mais pas d'autre chose. Alors, si vous avez de la difficulté à prendre des décisions, ça ne va pas changer. Il faudrait suivre un cours sur le raisonnement. Alors, on est en train de mettre ensemble actuellement une espèce de programme un peu plus large, où ça ne sera pas juste la mémoire, ça va être aussi capacité de prendre des décisions, utiliser son jugement peut-être dans certaines situations, etc. Alors, actuellement, la recommandation, ce n'est pas de pilule pour le moment, à ce stade.
L'entraînement cognitif à l'Institut de gériatrie pourrait être utile, c'est encore aussi à l'état expérimental. Et puis les conseils de prévention sont encore plus importants. Alors quelqu'un de 55 ans qui a un petit peu de cholestérol, on va être plus agressif pour son cholestérol s'il se plaint de sa mémoire ou s'il y a une histoire familiale d'Alzheimer. Vous comprenez? OK. Alors entraînement cognitif, point d'interrogation, c'est encore expérimental, mais certainement qu'à Montréal, on vous référait sans hésitation. Bon, les gens qui ont déjà l'Alzheimer léger modéré. Alors il y a des médicaments. C'est des médicaments qui sont disponibles depuis déjà 7 ans. C'est prescrit par tous les médecins, c'est remboursé par la régie. Il y a des formules à remplir quand tu commences, après 6 mois, puis une fois par année. Ce n'est pas la fin du monde. Les preuves d'efficacité, c'est des études comme celle-ci. Ça, c'était fait en Scandinavie, surtout en Suède. 1 an, où vous avez des gens sur placebo ou un des 3 médicaments qui agissent sur l'acétylcholine, un des transmetteurs du cerveau. Vous avez en haut le magenta, c'est une belle couleur, hein? C'est l'amélioration du fonctionnement intellectuel, le fameux test MMSE dont on parle depuis tout à l'heure. Okay? Ce n'est pas une grosse amélioration, mais quand c'est toi qui s'améliore, tu es bien content. Et puis vous voyez que sur 1 an, les gens sont relativement stables par rapport aux gens sur placebo en jaune qui en ont perdu. Ça, c'est l'étude principale. On ne peut plus faire d'études comme ça avec placebo, hein? Parce qu'il y a un traitement standard maintenant. Alors, au point de vue activité de la vie de tous les jours, il y a rarement d'amélioration, mais comme on voit ici avec une mesure du fonctionnement de tous les jours qui a été développée à Montréal par des ergothérapeutes, vous avez la ligne droite en haut, ça c'est les gens qui sont sur Aricept, c'est vrai pour les autres médicaments semblables. Par rapport aux gens sur placebo, la ligne qui baisse, eux ils perdent sur 6 mois certaines quantités de capacité, d'autonomie. Alors, pourquoi les gens ne s'améliorent pas au point de vue de fonctionnement de tous les jours? Bien, si vous avez arrêté de conduire, puis là, vous prenez un traitement qui vous donne le goût de conduire, est-ce qu'on va vous donner les clés? Jamais de la vie. Si vous avez arrêté d'utiliser votre carte à la banque, puis vous faites des erreurs pour faire des chèques, puis là, vous prenez un médicament qui stimule votre mémoire, je veux faire des chèques, allez-vous donner le... Non. OK. Alors, il y a quand même une protection, on pourrait dire, qu'on exerce chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, même légère, où on ne veut pas prendre de chance de redonner l'auto ou le chéquier s'ils ont perdu l'autonomie pour ça. Donc, stabilité, au point de vue fonctionnement de tous les jours, c'est ce qu'on peut avoir pour le moment. Au point de vue du comportement, on a parlé tout à l'heure des gens au stade léger qui n'ont pas de troubles de comportement vraiment. Il y avait un petit peu de dépression, on l'a soigné déjà. Là, c'est des gens sur 5 mois qui étaient légers. Puis vous voyez en jaune, les gens, ça baisse un peu, c'est des troubles de comportement qui émergent tranquillement, pas beaucoup. Puis la ligne horizontale, c'est les gens qui étaient sur galantamine, un des médicaments qui agit sur l'acétylcholine. Ah, ça a été un premier indice, ça a été une surprise, qu'on pouvait retarder l'émergence de troubles de comportement. Alors quelqu'un qui est encore au stade léger, qui conduit encore son auto, qui n'a pas d'agitation quand il fait noir, qui ne perd pas trop patience quand sa femme lui dit quoi faire, bien, si vous attendez 6 mois, il va être un peu moins patient, puis il va être un peu moins sûr pour naviguer, et puis il va falloir qu'il soit accompagné, et puis il va être frustré. Alors, peut-être que s'il prend ces médicaments-là, il y aura un petit peu moins d'agitation ou de frustration qui va s'exprimer. Léger à modéré, alors pour le moment, on a la première génération de médicaments, Aricept, Exelon, Riminil. C'est bon pour à peu près 1 an, presque tout le monde, qui tolère une des médications à dose thérapeutique. L'amélioration, elle n'est pas dramatique, ce n'est pas de la L-Dopa pour le Parkinson, là, okay, où on peut normaliser presque tous les symptômes dans le Parkinson pour au moins 5 ans. On est loin de ça ici. Mais il y a un effet mesurable par la famille et par le petit test de mémoire dont je vous parle. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, comme je disais tout à l'heure, pour prouver l'efficacité en disant, bien, on veut maintenir ce que la personne est capable de faire au départ du traitement. C'est une approche en gériatrie. Dr. Ken Rockwood à Halifax a dit que ce qu'on pourrait faire de mieux que de mesurer la mémoire, un point de mieux, un peu de moins de pire, ce n'est pas très représentatif. On pourrait se dire, donnez-nous 3 ou 4 objectifs. Cette personne-là est encore capable de sortir seule avec son chien. C'est important pour elle. Dans 1 an, si elle est capable de faire ça, c'est important pour elle. Ça devrait être une des 3 ou 4 choses sur lesquelles on questionne. C'est une façon de mesurer la stabilité dans la maladie pour cet individu. Alors, pour le moment, antidépresseur au début, inhibiteur de la cholinestérase, IC, c'est l'abréviation pour Aricept, Exelon, Riminil, des médicaments qui augmentent le niveau d'acétylcholine dans le cerveau. Les sévères. Alors là, on parle de gens qui ne conduisent plus l'auto, qui commencent à être agités la nuit. Alors, il y a tout un débat au sujet des neuroleptiques. Ça, ce sont les tranquillisants majeurs. C'est Risperdal, Zyprexa,
Seroquel, Haldol, ça c'est les vieux, là. Puis Loxapac, il y en a, il y en a. Ça, c'est des tranquillisants majeurs. Il y a les vieux, puis il y a les nouveaux. C'est difficile à prouver que c'est efficace sur 6 mois comparé au placebo parce que vous avez vu la courbe, ça s'améliore avec le temps, les comportements dérangeants. Alors, c'est difficile de prouver que tu t'améliores. Alors, avec le médicament plus qu'avec le placebo parce que les gens s'améliorent de toute façon. Bon, alors, c'est difficile de prouver que c'est efficace. Ensuite, c'est dangereux. Ce sont des médicaments dangereux. Ils causent des chutes de pression puis des chutes tout court. Et puis, il semble que chez les gens qui sont diabétiques, qui font de la haute pression, qui sont à risque de thrombose cérébrale, ça augmente le risque d'avoir une thrombose cérébrale et même de mourir. À tel point qu'il y a un avertissement maintenant sur les monographies, dans les pharmacies puis dans les boîtes de pilules. Attention, si c'est une personne qui a de la haute pression, du diabète, il faut avertir qu'elle pourrait avoir un plus haut risque d'avoir un AVC. Et il faut que le médecin avertisse la famille et le patient en disant, écoutez, on n'a pas d'autre façon de contrôler le comportement, on a tout fait pour modifier le comportement dérangeant, on a besoin d'une petite dose de ce médicament-là, un tranquillisant majeur, il y a un risque, mais on va observer la personne et puis on va arrêter le médicament dès que possible. C'est un peu l'approche actuelle. Et puis, il y a des études très sérieuses qui ont été faites en comparant 2 ou 3 de ces médicaments-là versus placebo. Et puis, c'est pas facile à prouver l'efficacité. On ne parle pas de schizophrénie ici, hein? On parle de troubles de comportement associés à la démence. Et puis, plus vous êtes avancé dans la maladie, comme maintenant au centre d'accueil, plus c'est difficile de prouver que c'est efficace, peut-être simplement parce que les gens s'améliorent avec le temps. Alors, le comportement dérangeant, il va disparaître de toute façon. Alors, peut-être le compromis, c'est, OK, on va utiliser une dose faible du médicament parce qu'on n'a pas le choix, mais le plus court période de temps possible, comme 3 mois au lieu de 6 mois, puis d'utiliser la dose minimum efficace. L'autre alternative, c'est de former le personnel dans les centres d'accueil. Alors, en Angleterre, ils ont fait une excellente étude où vous aviez 6 résidences, l'équivalent d'un centre d'accueil avec traitement standard, puis 6 résidences où le personnel était formé, et puis il y avait des conseillers, il y avait une ligne qui pouvait appeler, et puis ça a diminué le besoin de médicaments de moitié. Dans notre culture ici, je pense que les gens de la Société Alzheimer vous offrez de former certaines résidences privées. Hello? Oui, alors vous avez un rôle d'éducateur, pas seulement pour les familles, mais aussi pour le personnel dans certains établissements. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est efficace. Okay. La mémantine, ça c'est un médicament nouveau pour nous, mais c'est un vieux médicament européen. C'est complètement différent de ceux dont on vient de parler. La mémantine agit sur un autre transmetteur chimique qui s'appelle le glutamate. Et puis dans le cerveau des gens qui ont l'Alzheimer, au stade modéré sévère, il y en a trop. Il y a de l'excitation de certaines cellules et ce médicament-là agit comme un peu pour calmer l'excitation. Mais c'est un médicament qui n'est pas un tranquillisant, au sens dont on vient de parler. Alors, la mémantine utilisée seule en monothérapie, ça c'est des gens modérés sévères à la maison aux États-Unis. Vous voyez en haut la ligne blanche, c'est l'amélioration de la mémoire. C'est pas gros, hein? Mais vous voyez à 6 mois, il y a quand même une différence. Si vous combinez la mémantine avec Aricept, ça c'est la courbe qui est à gauche, à votre gauche, vous voyez l'amélioration du fonctionnement intellectuel en haut du point de départ. C'est très significatif. Idéalement, c'est la règle aux États-Unis, vous devriez combiner les 2 classes de médicaments. Ici au Québec, on a au moins les 2 remboursés, mais pas ensemble. Alors, il faut jouer un petit peu, là, des échantillons de un ou l'autre, parce que la Régie ne rembourse pas les 2 en même temps. Mais au moins, ils remboursent la mémantine. C'est seulement le Québec qui s'est remboursé actuellement. Ce n'est pas remboursé dans le reste du Canada. Et puis l'avantage principal de la mémantine, ce n'est pas l'effet sur la mémoire, c'est l'effet sur l'agitation et l'agressivité. Et on a une grosse étude canadienne qui est en train de se terminer pour prouver que si vous n'avez pas d'agitation au moment où on commence le traitement, il y a moins de risques que ça apparaisse. Puis si vous l'avez déjà, ça va être aidé, cette agitation-là, avec les mémantines, puis vous allez avoir moins besoin de tranquillisants, ceux qui sont dangereux. Alors ça, c'est l'étude canadienne qui est en train de se terminer. Et puis peut-être que ça va être suffisant comme preuve pour le reste du pays pour payer pour le médicament. Et puis pour nos centres d'accueil, d'accepter de le payer aussi, parce que ce n'est pas payé au centre d'accueil. Et puis ceux qui sont encore à la maison, vont être payés pour la combinaison des 2 classes de médicaments. Le donepezil, Aricept, il faut que vous sachiez que c'est maintenant approuvé au Canada pour le stade sévère. C'est basé sur une étude, comme ici vous voyez, sur le comportement qui avait été faite il y a déjà 4-5 ans au Canada, des gens modérés sévères à la maison. Vous voyez l'amélioration en haut au point de vue comportement avec Aricept par rapport à ceux en bas où c'était placebo. Et puis ici, c'est une étude qui a été faite en centre
d'accueil en Suède, où vous avez une amélioration du fonctionnement intellectuel, l'équivalent du MMS au centre d'accueil. Vous avez en orange les gens qui prenaient l'Aricept par rapport à ceux sur placebo, la ligne en bas qui est droite. Donc, il y a un effet sur le fonctionnement intellectuel, même au stade du centre d'accueil. Est-ce que ces gens-là sont plus heureux? Non. C'est là la nuance qu'on apporte. C'est vrai qu'il peut y avoir un effet sur le fonctionnement intellectuel, l'attention, au centre d'accueil, mais ce n'est pas nécessairement bon s'ils sont déjà habitués à leur routine. Et les stimuler plus, bien, souvent, ça va être perçu comme de l'agitation. Les infirmières vont dire « il est agité, donnez-lui un tranquillisant ». Ben non. Et puis, parfois aussi, les gens réalisent où ils sont rendus dans leur maladie. « Allô, je suis rendu au centre d'accueil, qu'est-ce que je fais ici? Ça cause de la détresse. » Il n'y a personne qui va vouloir commencer de l'Aricept au centre d'accueil au stade sévère, c'est certain. Même si c'est prouvé que ça aide l'attention, concentration, ça ne va pas améliorer le comportement. Puis je pense que ça peut même l'aggraver. Alors, modéré sévère actuellement, s'il faut un neuroleptique, un tranquillisant majeur, on en donne les doses les plus faibles possibles. On cherche les traitements alternatifs comme former le personnel, aider la famille à trouver des solutions alternatives. La mémantine et des médicaments comme Aricept pourraient être une alternative aussi aux tranquillisants majeurs. Il y a encore du travail à faire pour le prouver et puis convaincre la régie de payer pour ces médicaments-là au centre d'accueil. Alors là, on achève nos médicaments. Alors, vous avez les différents stades. Vous voyez qu'on a ajouté la mémantine au stade modéré sévère. Les neuroleptiques, les tranquillisants majeurs, on les met toujours comme en deuxième ou en troisième comme option. Et puis au stade sévère de la maladie, sévère, vous ne mangez plus, on vous nourrit à la cuillère, vous ne parlez plus, vous êtes en chaise gériatrique, vous allez avoir une pneumonie d'ici 6 mois. Est-ce que c'est approprié de continuer des médicaments, même le Lipitor? Non. Ça, c'est un débat de société, mais individuellement, quand on parle aux familles et puis on dit, écoutez, la prochaine pneumonie, voulez-vous qu'on réfère à l'hôpital? Voulez-vous qu'on donne des antibiotiques ou juste de l'oxygène puis de la morphine? Si on commence à parler de ça avec la famille, c'est le temps d'arrêter toutes les pilules. Je pense qu'au cas par cas, ça se fait actuellement. Pour finir, les bonnes nouvelles, les traitements de stabilisation, la prévention. Alors, l'approche qui est la plus agressivement étudiée, c'est la fameuse amyloïde. Ce sont des dépôts dans le cerveau qui s'accumulent probablement sur 20 à 30 ans avant d'avoir des symptômes. Hein? Alors, il y en a certains ici qui ont déjà des petits dépôts d'amyloïde, comme les vieux professeurs. Mais soyez pas inquiets. Attendez, je vais vous rassurer. Ce n'est pas tout le monde qui a des dépôts d'amyloïde qui va avoir l'Alzheimer. Ah! Parce qu'il faut en plus avoir de l'athérosclérose cérébrale. Alors, vous connaissez l'histoire des religieuses? L'étude sur les religieuses qui ont eu des tests de mémoire pendant 10 ans, 15 ans, puis elles donnaient leur cerveau au bon Dieu, c'est-à-dire au docteur. Et puis, l'examen du cerveau montrait qu'il y avait des religieuses qui avaient beaucoup de plaques d'amyloïde, mais aucun symptôme. Puis d'autres qui avaient la même quantité d'amyloïde, puis elles avaient l'Alzheimer modéré sévère. La différence, c'est de l'athérosclérose, des petits trous, des lacunes hypertensives. La haute pression, c'est important. Ça accélère le vieillissement. Alors, tout ça pour dire que je ne suis pas certain que juste contrôler l'amyloïde, c'est suffisant pour prévenir l'Alzheimer, si vous ne contrôlez pas aussi la haute pression, si vous ne contrôlez pas aussi le diabète. OK? La composante vasculaire, c'est important. Pas juste les dépôts d'amyloïde qui viennent avec l'âge. Maintenant, c'est vrai que les souris, à qui vous donnez certains gènes, ont plus d'amyloïde que d'autres, et puis ces souris-là ont de la misère à trouver leur fromage. Alors, ce sont des souris transgéniques, et puis si vous donnez à ces souris-là, ces médicaments-là, bien, ils vont mieux, ils trouvent le fromage plus vite. Surtout avec le troisième traitement, qui est le fameux vaccin. Vous connaissez l'histoire du vaccin? C'est bien intéressant. Les dépôts d'amyloïde dans le cerveau des souris, si vous donnez aux souris des injections dans la bedaine de ces morceaux d'amyloïde, elles fabriquent des anticorps, les souris, qui vont au cerveau, puis les plaques disparaissent. Disparaissent complètement. Si vous donnez les mêmes injections à des humains qui ont l'Alzheimer, il y en a un certain nombre qui développent une méningoencéphalite. C'est pas bon, ça. Mais ils en récupèrent. Et puis, 1 an plus tard, le cerveau est plus petit que ceux qui n'ont pas eu d'injection. OK. Est-ce que c'est bon, ça, que le cerveau soit plus petit? Pas sûr, hein? En tout cas, c'est ce qui a été observé. Et puis, les gens qui sont morts de leur maladie 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, quand on regarde leur cerveau, il y a moins d'amyloïdes. C'est vrai, il y en a moins. Mais ils sont morts quand même. Alors, tout ça pour dire que l'immunothérapie, moi, je considère ça comme un haut risque, comme traitement, mais c'est quand même à la mode, et puis on va l'avoir à Montréal après Noël. Les 2 autres études, la première, c'est le Alzomède de Neurochem. L'étude est finie, non efficace, on n'en parle plus.
La deuxième, c'est le fluorisant ou flurbiprofène. Ça ressemble à ibuprofène, hein? Ah, c'est ça, c'est un cousin. C'est un vieux médicament pour l'arthrite qui est à l'essai actuellement pour arrêter la progression. On a des patients ici à Montréal et dans d'autres villes canadiennes sur ce médicament versus placebo pour voir si ça arrête la progression une fois que vous avez déjà la maladie d'Alzheimer. Mais si c'est bien toléré et c'est efficace, ça pourrait être encore plus efficace chez les gens qui ont des symptômes légers ou des gens à risque à cause de leur histoire de famille. Donc, ça, c'est une histoire à suivre. Le genre d'études qu'on fait pour arrêter la progression, c'est des gens qui sont déjà Alzheimer, donc ils ont déjà leur traitement Aricept, Exelon ou Réminil, avec ou sans mémantine. Aux États-Unis, ils en donnent dès le début de la maladie. Puis là, vous ajoutez le traitement sous étude, 1 ou 2 doses, et le placebo, pour 1 an et demi. C'est long, hein, 1 an et demi? Ça prend autant de temps que ça pour essayer de voir une différence. Le problème, c'est que les gens vont bien pendant 1 an, 1 an et demi, parce qu'ils sont traités pour la dépression, les familles voient les gens de la Société Alzheimer, ils sont déjà sur Aricept, Exelon ou Réminil, il ne se passe pas grand-chose en 1 an et demi. Mais après 1 an et demi, on commence à perdre du monde, là. Il y en a qui meurent, il y en a qui déménagent, il y en a qui se découragent. On est pris, là. Alors, je ne suis pas certain que ce genre d'études-là, chez des gens qui ont déjà l'Alzheimer classique, qui sont déjà sur traitement de base, je ne suis pas sûr que ce genre d'études-là va être la meilleure façon de prouver qu'on arrête la maladie. Il va peut-être falloir travailler chez les gens avant qu'ils aient une démence, au stade plus précoce encore. Mais là, on travaille avec des gens qui sont très légers, qui réalisent ce qui se passe. Le diagnostic serait fait avant la démence, Alzheimer pré-démence. C'est un nouveau concept. On en reparlera l'an prochain quand ça sera validé. Mais juste vous dire que c'est sérieux, qu'on pourrait peut-être faire un diagnostic chez quelqu'un 1 an ou 2 avant qu'on le fait maintenant. Mais pour dire que tes troubles de mémoire, c'est de l'Alzheimer, il faudrait en plus avoir un scan cérébral qui montre qu'il y a de l'atrophie dans les régions du cerveau qui ont rapport avec la mémoire, hein, c'est l'hippocampe. Ou on fait un scan du cerveau avec des produits radioactifs, le SPECT. Pas comme James Bond, le Spectre. Non, ça, c'est le SPECT. C'est le scan où on donne une injection dans une veine et puis le produit radioactif va dans le cerveau, puis on regarde en avant, en arrière, côté, pour voir si le sang se distribue de façon égale. Parce que dans l'Alzheimer, il y a une diminution. Puis même avant d'avoir une démence, il y a une diminution du flot dans les régions qui ont rapport avec la mémoire. On pourrait aussi faire une ponction lombaire, tout le monde aime ça, hein, où on regarde certains marqueurs. C'est plus ou moins fiable, mais c'est une évidence de plus qu'on pourrait utiliser. Et enfin, si vous venez de ces rares familles, de quelle ville? Shawinigan, Trois-Rivières, Louisville. Et si c'est connu que dans la famille, il y a un gène qui cause l'Alzheimer, puis vous venez de cette famille-là, puis vous vous plaignez de votre mémoire, on n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir si c'est de l'Alzheimer qui commence. Mais c'est des gens exceptionnels, ça. Qu'est-ce qu'on mesure dans ces grandes études d'1 an et demi? C'est la mémoire et puis le fonctionnement en général. Ce que j'espérais avec les résultats d'Alzheimer, ça n'a pas fonctionné, c'est bien décevant, mais ce que j'espérais, c'est qu'on pourrait prédire qui s'améliore le plus en fonction de la POE ou de l'âge de début. Autrement dit, quelqu'un de 50 ans puis quelqu'un de 80 ans qui a l'Alzheimer, ce n'est pas le même contexte. C'est peut-être que des médicaments comme Zocor, ça va être meilleur pour les personnes plus âgées, alors que l'Alzheimer, ça aurait été meilleur pour les plus jeunes. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est que dès qu'on trouve quelque chose qui arrête la progression au stade léger de démence, peut-être que ça va être encore plus efficace 2 ans plus tôt chez les gens qui ont des symptômes très légers, juste mémoire, rien d'autre. Et puis, pas l'inquiétude, mais ce que j'espère, c'est qu'on pourra, avec différents traitements à long terme pour arrêter la progression, être capable de prédire lequel est le meilleur pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas 3 pilules différentes à prendre. Un peu comme pour le cancer du sein, où on peut faire avec votre biopsie, on peut faire des tests et dire, vous, c'est tel type de médicament qu'il vous faut plutôt qu'un autre. Peut-être qu'on pourra, avec votre profil de maladie, dire à votre âge, avec votre histoire familiale, avec votre ApoE, et puis peut-être 2 ou 3 autres gènes qu'on peut mesurer, on va dire, c'est certain qu'une statine, pour vous, c'est le meilleur traitement à long terme, plutôt qu'un médicament pour l'amyloïde. Et donc, on finit avec ce qui s'en vient d'ici 3 ans. Je suis optimiste pour 3 ans, mais poisson, ginkgo, pour les gens qui se plaignent, les gens juste à risque, pas de symptômes. Ensuite, les gens qui ont des symptômes, l'entraînement cognitif, on l'aura sûrement en ligne. Pas besoin d'aller 4 semaines à l'Institut de gériatrie, là. Vous aurez juste à vous inscrire en ligne. Ensuite, les traitements anti-amyloïdes ou statines, ça sera établi comme efficace. Comme on dit, vous n'avez pas à prendre toutes les pilules, ce sera
un médicament basé sur votre profil individuel. Puis les traitements de base pour le traitement symptomatique, je ne vois pas d'amélioration dramatique dans le futur immédiat, mais on essaye de trouver des choses qu'on peut rajouter aux médicaments déjà disponibles, surtout pour prévenir les troubles de comportement ou trouver des alternatives aux tranquillisants majeurs. Alors, ce sont des références que je vous ai suggérées. Ceux d'entre vous qui ont accès à l'Internet, Alzheimer and Dementia, si vous avez accès, c'est un numéro qui vient juste de sortir le mois d'octobre 2007. C'est tout nouveau. Vous avez tous les articles publiés par des Canadiens sur ce qu'il y a de mieux comme preuve d'efficacité au point de vue des différents stades de la maladie. En français, je ne sais pas si certains d'entre vous ont accès à la revue canadienne de la maladie d'Alzheimer. C'est disponible à la Société Alzheimer et puis un peu partout. On a des revues faites sur différents sujets, comme Dr Bernard Groux, des revues exceptionnelles sur le traitement des troubles de comportement, etc. Et puis la dernière référence pour les étudiants là, qui sont vraiment intéressés au nouveau concept de diagnostic de maladie d'Alzheimer avant la démence, c'est l'article clé qui vient juste de sortir cet été, avec Bruno Dubois comme auteur principal. Êtes-vous prêts pour l'examen, là? Parfait. Merci.